Bien, alors Hannah Arendt, philosophe, c'est un intitulé intéressant. On pourrait presque dire oxymorique, mais bon, peut-être pas. Mais en tout cas, le fait est que Arendt refusait de se désigner elle-même de cette façon. Alors, il y a peut-être une coquetterie de sa part, parce que elle avait beaucoup d'admiration pour les philosophes qu'elle a eus comme enseignants. J'en ai déjà parlé, Karl Jaspers et Martin Heidegger. Mais il y a quand même, au-delà de la coquetterie, il y a une raison plus importante, une raison de fond, qui ne concerne pas l'éducation, mais qui concerne sa spécialité. Et, quand on lui demandait quelle était sa spécialité, elle disait qu'elle n'était pas philosophe, mais que sa spécialité, c'était la théorie politique. Et la raison pour laquelle elle se désolidarisait des philosophes sur ce point, c'est qu'elle pensait, elle était convaincue que, au sujet du politique, les philosophes s'étaient beaucoup trompés. À quelques exceptions près, parmi lesquelles on comptera Kant et Montesquieu, bon, mais à ces exceptions-là, elle considérait que les autres s'étaient souvent trompés et que donc sur ces questions politiques, le fait d'être philosophe n'était pas forcément un atout. Alors pourquoi est-ce que pour elle, les philosophes se sont souvent trompés sur la politique? C'est parce qu'ils considéraient un peu la politique de l'extérieur, d'un point de vue extérieur et qu'il n'hésitait pas à construire des systèmes politiques de façon relativement indépendante de la pratique politique elle-même. Pour elle, par exemple, la République de Platon, c'est l'exemple même d'une construction philosophique qui passe relativement à côté de ce dont il est question dans le domaine politique. Hannah Arendt faisait clairement beaucoup plus confiance aux hommes politiques eux-mêmes pour, pour l'instruire sur ce qu'était que la vie politique. Les hommes politiques de l'Antiquité, Périclès, Caton, etc., mais aussi à une toute autre période, les pères fondateurs de la nation américaine, George Washington, Emerson, etc., pour lesquels elle professait une très grande admiration. Alors bon, ceci dit, nous n'avons pas écouté Hannah Arendt hein, et nous la considérons aujourd'hui avant tout comme une philosophe, une des rares femmes philosophes d'ailleurs, comme elle l'avait remarqué elle-même. Et le fait est que les philosophes, depuis Socrate jusqu'aux penseurs du XXe siècle, penseurs existentialistes comme Heidegger en particulier, sont les interlocuteurs privilégiés dans son œuvre, même si elle s'appuie aussi sur d'autres sources, des historiens et des écrivains, par exemple Franz Kafka dans la préface de la crise de la culture, ou d'autres à qui elle a consacré des articles hein, dans cet ouvrage qui s'intitule, excusez-moi, j'essaye de vous le montrer, mais j'y arrive pas, Les vies politiques d'Hannah Arendt, où l'on a une série d'articles consacrés, par exemple, à Hermann Broch, à Bertolt Brecht, à Rosa Luxembourg, à Walter Benjamin, ainsi qu'à Jaspers et Heidegger. Euh, Sur sa façon de philosopher, je voudrais surtout insister sur un point qui concerne sa conception de l'histoire et son usage des pensées de l'Antiquité. On l'a déjà remarqué à plusieurs reprises dans ce colloque, Hannah Arendt fait souvent référence à l'Antiquité dans ses écrits. Elle était convaincue que les sociétés antiques, c'est-à-dire grecques et romaines, hein, pour elle, ça n'est pas, elle ne sort pas de ce territoire européen, hein, à tort sans doute, mais enfin c'est comme ça qu'elle a réfléchi. Donc elle était convaincue que les sociétés antiques et, on va dire, les intellectuels de l'Antiquité, les historiens, les poètes, les écrivains, les hommes politiques, quelques philosophes aussi, pas tous,
Elle était donc convaincue que les sociétés antiques avaient saisi quelque chose de fondamental de la condition terrestre de l'humanité. Je reprends cette expression de condition terrestre de l'humanité que Christelle Didier a utilisée hier, non pas de la nature humaine, hein, je l'ai dit, qui reste pour elle insaisissable, mais bien de la condition que la vie sur Terre fait aux êtres humains. En particulier, la différence entre l'espace privé et l'espace public, la différence, le lien, pardon, entre la vie et le travail, l'importance de la notion de monde, notamment de la notion de monde commun à tous, l'importance du politique, le lien entre politique et liberté, tous ces traits qui occupent une grande place dans la pensée politique d'Hannah Arendt, elle est allée les chercher dans l'Antiquité. Alors, voilà pour un premier point. Arendt, philosophe, est une lectrice, est une grande connaisseuse des pensées de l'Antiquité et des sociétés antiques. Mais simultanément, le deuxième point, c'est que cette structure humaine fondamentale n'existe jamais telle qu'elle, si l'on peut dire. Elle n'existe jamais à l'état pur, ou mieux, elle n'est jamais figée. Elle est soumise au mouvement de l'histoire. Et à chaque époque, l'histoire donne un visage spécifique à la condition humaine qu'il s'agit donc de déchiffrer. Et donc c'est très important pour Hannah Arendt de saisir l'humanité dans son historicité. Et en particulier, cette historicité connaît une transformation importante avec l'âge moderne, le moment où on passe des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes, qui est un moment, non pas une rupture, mais au contraire une transition progressive commençant avec au XVe siècle, avec la découverte du Nouveau Monde, l'invention de l'écriture, avec au XVIe siècle, avec la réforme protestante, et puis le développement du capitalisme, et progressivement la pensée des droits de l'homme, l'avènement de la démocratie, etc., etc. Tous ces phénomènes qui font l'âge moderne et qui introduisent une rupture. C'est ce qu'elle essaye de penser dans ce deuxième livre fondamental dont on a parlé hier, La condition de l'homme moderne, qui décrit l'évolution historique conduisant des sociétés anciennes aux sociétés modernes. Une des caractéristiques dont on a déjà parlé, que je reprends ici, c'est que pour Hannah Arendt, dans cette évolution, de façon très progressive, les exigences inhérentes au travail, autrement dit la sphère de la vie économique, ont tendance à prendre une place croissante au détriment de la pratique de la citoyenneté, de l'élaboration du monde commun, autrement dit de la sphère politique. C'est pour elle une caractéristique majeure de l'évolution des sociétés occidentales, qui fait que la recherche de l'intérêt particulier l'emporte progressivement sur l'intérêt collectif, qui fait que les libertés individuelles mises en avant par le libéralisme l'emportent progressivement sur les libertés des anciens, les libertés politiques, qui fait encore que l'utilitarisme devient une forme de pensée dominante. On voit donc que pour Hannah Arendt, le mouvement de l'histoire n'est pas orienté dans le sens du progrès, comme le pensait le siècle des Lumières, et c'est une autre façon de dire que Hannah Arendt n'ancre pas sa pensée dans le XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières. Mais ceci dit, et je finirai cette introduction de cette façon, à toutes les époques, il y a certains penseurs qui peuvent nous éclairer sur des questions essentielles. Dans l'Antiquité, bien sûr, mais aussi dans les temps modernes. Emmanuel Kant, en particulier. Arendt est, me semble-t-il, une philosophe très inspirée par la philosophie de Kant. Martin Heidegger, bien sûr, dont on a déjà parlé. Et puis, peut-être bien, Hannah Arendt elle-même, mais ça n'est pas elle qui aurait pu le dire, mais plutôt nous. Voilà, j'en ai fini avec cette introduction.